monument historique datant de 1922, le palais Nejma Az-Zahra est un chef-d'œuvre au sens propre du terme. Son implantation à Sidi Bou Saïd est à elle seule une véritable leçon d'architecture. Le palais Nejma Az-Zahra, ancienne demeure du baron Rodolphe d'Erlanger, est aujourd'hui le siège du Centre de musique arabe et méditerranéen. Rodolphe fils, il était artiste, donc il était peintre, musicien, musicologue. Il venait avec son père en Tunisie. En 1911, il est tombé amoureux du Jebel al-Manar. Sidi Bou Saïd, il s'appelait Jebel al-Manar. Et surtout, il y avait sa femme qui est Douina, Barbilini, qui était de Perugia, italienne. Elle était tombée amoureuse de l'abbé de Tunis, qui lui rappelle l'abbé de Napoli, etc. Donc, même le Boukournine, il rappelle le Vésuve. Donc, c'était un peu de nostalgie. Donc, il a acheté, donc son père lui a acheté tout le village pratiquement, 5 hectares. Donc, c'est la limite du palais, c'est entre l'escalier, tout ce qui est à droite. Et à droite, il y avait le chemin Nasser Bey qui ramène vers le bas. Tout ça, c'est la propriété du baron de Roger. Vous le savez peut-être, le personnage du baron d'Erlanger est intimement lié à l'histoire de la musique tunisienne. C'est un monsieur qui a beaucoup travaillé sur la musique tunisienne. C'est un monsieur qui a, pendant tout son séjour tunisien, consacré une grande partie de son temps à la recherche et à l'étude de la musique arabe. Il est devenu par la suite célèbre et connu pour surtout son livre en 6 volumes, La musique arabe. Donc l'idée de consacrer son palais à une institution qui s'occupe de musique, je voudrais dire qu'elle coulait de source, étant donné que ce palais a vu au début du XXe siècle les premières tentatives de recherche approfondie autour de la musique tunisienne et de la musique arabe. Donc l'idée allait d'elle-même. Maintenant, parlons d'architecture. Il a fait travailler, puisque sa femme est italienne, il voulait faire un palais italien. Donc il a fait un palais italien. Un palais italien avec des balcons italiens. Et on a trouvé les plans anciens, tous les plans. Pour une fois, on a trouvé l'archive. Il a mis les balcons. Après, on a trouvé les balcons dans le jardin. Parce qu'en regardant autour, il a trouvé les galeries. Il a découvert les galeries. Donc il a décidé en cours de chantier de changer. Donc il a fait des galeries qui sont plaquées. Ce n'est pas des galeries comme nous faisons toute la pièce qui sort. Non, c'est plaqué sur une galerie sur une salle de bain, l'autre sur un salon. C'est pas une vraie galerie, mais c'est un système de... Et puis il a choisi autre chose, être sobre à l'extérieur et une explosion de décoration à l'intérieur. Puis après, nous, en faisant le travail, on a découvert, ça, il a une belle bibliothèque, on a trouvé un livre sur l'Alhambra, Hamra. Et on a trouvé des intercalaires, ça n'a jamais été publié, vous avez... il a pris des références directes sur le palais Hamra. Donc il a des intercalaires, là c'est pour ma chambre, ça c'est pour le couloir, etc. Donc il y a les muqarnasat, les stucs. Puis après il a fait venir donc des Marocains, parce que les stuckeurs tunisiens n'étaient pas assez rapides, comme toujours. C'est les Marocains qui viennent pour faire le stuc très très fin, très très bon. Mais il y a 2 autres influences. Il y a une influence classique un peu byzantine. Vous savez, le marbre qui l'ouvre comme ça, et le dessin du marbre qui est... donc, c'est un peu classique comme référence. Les références donc en matière d'ornementation, de décoration, on peut parler essentiellement de 2 registres. Le registre maghrébin, donc qui regroupe à la fois des influences locales tunisiennes
et marocaine, et l'influence aussi andalouse. Pour une fois, avec ces Ma'antaha Jalel, je suis en tant que restaurateur, en tant que quelqu'un qui a vécu au palais, donc je lui ai montré donc, les dessous, les gens, les visiteurs habituels ne le voient pas. Par exemple, les gens ne savent pas qu'il y a des escaliers qui mènent jusqu'à la mer. Tous, des escaliers comme pour qui sont éboulés, et que le projet il est prêt depuis 1997, il n'a jamais été fait. Qu'il y a une allée qui carrossable. Le baron allait à la mer dans son terrain avec sa calèche. Donc je lui ai fait visiter le terrain de cricket parce qu'il y avait la piscine, il y avait tout ce que les gens ne savent pas. Les jardins ont des thèmes. Il y a le jardin andalou, il y a l'allée des Brigaradi, l'allée des palmiers, etc. Et pour moi, il est sous-exploité, sous-connu, méconnu, et qu'on gagnerait à le faire rentrer dans l'usage de la société civile tunisienne. Le baron a aussi développé un autre jardin où il s'est inspiré des jardins persans appelés Chaharbag, donc les jardins à quatre parterres ou parcelles avec un élément central qui est une fontaine généralement. Donc là aussi, ça rentre dans le cadre peut-être de cet intérêt général pour la culture arabo-islamique. Sinon, il y a le troisième jardin qui est plus ou moins qui a été aménagé selon un thème dit composite, parce qu'il associe les éléments du jardin anglais, peut-être du jardin français, avec cette allée centrale qui est donc longée des deux côtés par deux rangées de bigarati. Si je dois parler du baron, je dirais que c'est une personne c'est un artiste, tout d'abord, qui avait l'œil. C'est un monsieur qui savait apprécier les belles choses. C'est un monsieur qui a été sensibilisé autour de ses voyages à travers les pays d'Orient aux belles choses justement de l'Orient. Et si nous partons justement de son palais, de son aménagement, de l'aménagement du palais, de ses collections d'objets d'art, de ses collections de meubles, nous découvrons une personnalité riche, une personnalité surtout ouverte, donc d'esprit. Nous découvrons un homme qui était très orienté vers le dialogue entre les cultures et les civilisations. Grande œuvre d'une vie, ce palais restera à jamais lié au destin de celui qui l'a imaginé, conçu, puis réalisé.